Voilà. Très bien, eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Je m'appelle Dominique Piolle et je suis vice-président des SIS. C'est l'occasion de rappeler que les SIS Paris-Ouest, c'est une, une école qui est une école associative et qui appartient aux parents, et à l'Assemblée générale des parents, à l'association des parents. Et ça me semble important de le rappeler parce que toutes les initiatives, tout ce que l'on fait, tout ce dont vos enfants bénéficient, tout ce dont vous bénéficiez de soirées de parents, euh, de, de pique-niques où on s'est peut-être rencontrés, j'ai peut-être rencontré certains d'entre vous avec Nadège tout début septembre, etc. Tout ça, ça a été à un moment ou un autre créé par des parents. Il n'y a rien qui a été créé par l'école en soi, hein. L'école, elle existe parce qu'il y a des parents. Et donc, je vais arriver au sujet de ce soir. Je suis très heureux de vous accueillir dans la cinquième saison de l'initiative bien-être. Cette initiative bien-être, elle a commencé après le confinement et c'est sorti d'une discussion avec la direction des SIS, donc qui sont nos employés, hein, ça aussi je pense que c'est important de le rappeler. Les professeurs et la direction des SIS sont les employés de l'association et donc sont nos employés à nous, etc. On peut les remercier pour leur travail parce que c'est eux qui font vivre l'école au jour le jour, mais ceux qui font vivre l'association au jour le jour, c'est les parents bénévoles comme vous et moi. Et donc, il y avait eu une discussion lors d'un conseil d'administration avec la direction qui disait on a des élèves qui vont pas bien, qui se sont sentis très isolés par le confinement, ça amène beaucoup de souffrance, c'est quelque chose qu'on a vu pas mal s'étendre depuis. Et, euh, et on voudrait faire quelque chose, et on ne sait pas trop quoi faire. Et donc à ce moment-là, j'avais rencontré déjà quelques quelques psychologues, Nadège Larcher, donc, qui nous accompagne maintenant depuis 5 ans, lors d'un séminaire, un peu par hasard, pendant le confinement. J'étais engagé dans le programme phare, qui est un programme contre le harcèlement. Il y avait au lycée de Sèvres, organisé par l'Éducation nationale, des conférences aussi sur le bien-être, la lutte contre le harcèlement, etc. Donc on a regardé quels étaient les psychologues qui pouvaient nous accompagner pour cette première conférence. Et donc c'est Nadège que l'on a choisi. Et en sortant de cette première conférence, on s'est dit qu'on voulait aller plus loin et que faire du curatif et s'occuper de nos enfants quand on voit qu'ils vont pas bien, c'est une chose, mais que finalement, cette histoire de bien-être, d'estime de soi, de respect des autres, de partage, de compréhension de nos émotions, etc. C'était un sujet extrêmement important pour nous et qu'on voulait que ça devienne petit à petit l'ADN des SIS et que les SIS soient reconnus, bien sûr, pour leur excellence. On a encore cette année des super résultats et des gens qui rejoignent les meilleures prépas et les meilleures universités du monde. D'autres qui sont sortis il y a quelques années et qui intègrent comme Arthur Mensch, Polytechnique. Arthur Mensch, je ne sais pas si vous le savez, le président de Mistral AI, dont on entend pas mal parler, est un ancien SIS. Mais Hugo Travers et Hugo Décrypte est aussi un ancien SIS. Et tout ça, je pense que c'est des chouettes modèles de gens qui ont des convictions, qui redisent, qui sont attachés au lycée public, qui sont attachés à tout un tas de valeurs qui nous parlent. Voilà. Et donc, on avait envie de travailler ça et de se dire que cet ADN, c'était un ADN fort pour nous. C'était quelque chose de très important pour nous. Et donc, l'année d'après, on a organisé 4 conférences, toujours avec Nadège. Et puis l'année encore après, on s'est dit, on veut aller encore plus loin et on aimerait mettre en place quelque chose sur le long terme qui a commencé du coup à s'appeler l'initiative bien-être en disant, on souhaiterait accompagner nos élèves, nos professeurs, les parents, l'ensemble de la communauté, pour plus de bien-être, plus d'estime de soi, plus de voilà. Et on pense que tout ça, c'est pas juste être gentil, un truc de bisounours. Ça va avec l'excellence, ça va avec l'excellence éducative. Et c'est important pour l'excellence éducative d'être bien dans ses baskets, d'être heureux et de savoir respecter les autres. Et dans l'évolution du monde que l'on voit actuellement, ça nous semble encore plus important.
Donc on avait fait avec Séverine Cavaillès qui est ici des ateliers aussi pour les enfants. Euh, et vous verrez qu'il y en a plus, il y en a pas eu l'an dernier, il y en a plus maintenant parce qu'on est passé à une autre organisation qui est qu'on a, en fait, on s'est rendu compte que c'était difficile de mobiliser nos enfants en dehors de leurs heures de cours et nos élèves, quel que soit leurs âges. Et donc, ce que l'on allait faire, et c'est ce que font Nadège et Séverine depuis maintenant, enfin, ça a commencé il y a 2 ans, la première formation. Donc, c'est la troisième année et ça devient de plus en plus intense avec plus d'ateliers, etc. Sur comment est-ce que nos professeurs pouvaient, en travaillant avec leurs élèves, et du coup dans la langue de section, parce que ça me semble aussi important, que nos élèves continuent à parler anglais, continuent à parler allemand, pendant qu'ils travaillent ça, mais qui travaillent sur les valeurs, le bien-être, le respect des uns des autres. On avait déjà des professeurs qui travaillaient sur le sexisme, sur l'estime de soi, dans les toutes petites classes, qui faisaient des exercices très intéressants à leurs élèves. Et on s'est dit que c'était bien que tout ça soit accompagné par des psychologues et des professionnels comme Séverine et Nadège. Voilà. Donc on en est là, c'est la cinquième saison, et donc c'est la première conférence de cette cinquième saison. Vous trouverez, je ne vais pas revenir en détail sur le programme, mais vous allez le trouver. Il est présent dans des mails, il est présent sur le site web, il est présent à plein d'endroits. Mais sachez que cette année encore, il y aura des formations pour les professeurs. Il y a des professeurs qui vont commencer à mettre en place des ateliers avec leurs élèves. Euh, et de plus en plus, il y aura différentes conférences. Il y a des ateliers le vendredi soir et le samedi matin pour comprendre. Nos enfants, travailler entre nous, entre parents, sur l'éducation, sur le respect, sur l'estime de soi, sur l'autorité, sur les écrans, sur tout un tas de sujets qui nous semblent extrêmement importants. Voilà. Et donc, je suis très heureux de cette première conférence de l'année. Je suis pas tout seul. C'est vrai que j'ai porté cette initiative au début avec le conseil d'administration, mais il y a maintenant un bon groupe de bénévoles avec moi et qui vont prendre la suite parce que moi, un peu à contre-cœur, mais j'ai le plaisir que mon fils soit rentré en études supérieures cette année. Et donc, je vais quitter le conseil d'administration au mois de novembre. Et je vais y rester pendant encore un an. Je me suis engagé à rester un an pour passer la main et être sûr que cette initiative continue et qu'on construise ensemble. Je serai présent jusqu'en juin, même si j'ai plus d'élèves, plus d'enfants au SIS. Voilà. Et donc, je laisse Nadège Larcher et Séverine Cavaillès vous présenter le sujet de ce soir qui est sur la gestion du stress. Et je pense que c'est intéressant à tout âge. On voit nos enfants évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Un grand merci, Dominique. Merci de cette introduction, de ta confiance depuis quelques années. Je vais rapidement me présenter et puis Séverine fera de même. Oui, on doit beaucoup, merci pour ce message dans le chat, beaucoup à Dominique et maintenant à toute l'équipe qui est derrière et qui a pris et qui continue à pousser. Comme indiqué, je suis Nadège Larcher, je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Je suis vraiment sincèrement très heureuse d'accompagner les SIS depuis maintenant effectivement 5 ans et j'espère que cette nouvelle saison va nous apporter encore de très nombreux échanges et de très nombreuses richesses comme ça a été le cas les années précédentes. Pour très rapidement me présenter, donc je vous ai dit que j'étais psychologue, je suis chargée de cours à l'université de Tours. J'interviens aussi comme psychothérapeute auprès d'enfants et d'adolescents et j'ai confondé un organisme de formation qui s'appelle APECOM, Apprendre à communiquer, dont Séverine est maintenant également une des associées. Nous travaillons dans le domaine de la communication adulte-enfant pour permettre d'améliorer les relations entre les enfants et les adolescents. Et puis, oh, pardon, entre les adultes et les enfants et les adolescents. Et puis, je suis également écrivaine. J'écris pour les éditions Bayard des livres pour les enfants cette fois, sur des sujets comme le harcèlement ou les troubles des apprentissages ou l'hypersensibilité, par exemple. Voilà.
et je passe la main à Séverine qui va animer la première partie de cette conférence. Mhm. Oui, bonsoir à tous. Donc voilà, j'ai la chance aussi maintenant d'avoir rencontré Dominique et puis toute l'équipe du SIS depuis quelques années. Et ça, c'est vrai que c'est très chouette. Quand je rencontre des établissements scolaires, je cite souvent le SIS en disant, vous avez vu, ça existe, des établissements comme ça où aussi bien les enseignants, les parents, les élèves, tout le monde part dans une même dynamique. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très chouette. Donc, moi, je suis journaliste de formation, voilà, et depuis quelques années maintenant, un petit paquet d'années, voilà, j'ai rejoint donc APCOM en tant que formatrice et conférencière, surtout les sujets donc de communication entre adultes et enfants. Et puis, j'ai une autre casquette puisque j'accompagne les jeunes. Alors, celle qui m'occupe le plus, c'est surtout d'être conseillère en orientation scolaire. Voilà, ça m'occupe beaucoup, beaucoup de temps. J'ai la chance de rencontrer ces jeunes en individuel et c'est toujours un bonheur. Et puis, je suis aussi coach scolaire, voilà, et j'ai évidemment toute une palette d'outils pour la gestion du stress. Et je suis très contente d'avoir pu participer comme ça avec les enseignants. Alors, je vais vous partager l'écran et puis vous raconter un petit peu l'histoire dans pourquoi on fait ce webinaire en fait, hein. Ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, ça n'intervient pas comme ça au hasard. C'est l'idée, c'est que nous avons travaillé pendant toute l'année dernière avec des professeurs volontaires du SIS et pour travailler sur deux ateliers qui vont être proposés à vos enfants. Un atelier sur le growth mindset, et ça, on se retrouve lundi soir prochain pour ceux qui le souhaitent, avec les parents, là pour le coup. Mais là, il y a un autre atelier qu'on a donc monté avec les profs, c'est sur le stress. Et là, nous avons décidé, donc les enseignants vont proposer aux élèves de quatrième et aux élèves de seconde, donc des ateliers sur le stress. Et l'idée, évidemment, est que aussi, tout au long des années, en fait, ils viennent réutiliser un petit peu les outils à chaque fois qui auront été vus pendant ces ateliers. Alors, on a choisi quatrième et seconde parce que ce sont deux années dites calmes, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'examen final, mais ils sont à la veille, pour le coup, d'années engageantes. Bien sûr, troisième avec le brevet, et puis ensuite, là, la seconde, c'est à la veille des épreuves anticipées du baccalauréat en première et des épreuves du baccalauréat et du BFI, évidemment, en terminale. Donc, des grosses années de stress, et donc on s'est dit, bah, pourquoi pas se préparer plutôt avant. Voilà, d'où ces projets d'avoir ces ateliers qui vont être donnés par les enseignants à vos enfants. Et l'idée, c'était bien sûr qu'on vous donne ce webinaire pour que vous puissiez vous aussi avoir les mêmes infos et bien accompagner aussi vos enfants face à ce stress. Comme ça fait vraiment comme une belle vague, et vous verrez que c'est pas un mot anodin que j'emploie, mais voilà, qu'on parte tous, vous partiez tous dans le même mouvement. Alors, comment ça va se passer ce soir? Nous allons d'abord voir dans une première partie, évidemment, qu'est-ce que le stress, hein. C'est important de bien comprendre ce que c'est derrière. Et puis ensuite, bien sûr, réguler le stress avec des outils qui vont vous être présentés. Alors, on ne sera pas exhaustif au niveau des outils. Je vous mettrai dans le chat, je vous mettrai bien sûr des petites affiches pour que vous puissiez les avoir quand même. Mais nous, on ne va pas vous présenter ce soir tous les outils. Par contre, on vous propose de vous retrouver le 4 octobre le matin. C'est un samedi matin pour justement un peu découvrir d'autres outils, s'exercer, travailler aussi sur vos situations personnelles. On en reparle à la fin, bien sûr. Donc voilà, donc on verra comment réguler le stress et enfin la troisième partie, comment prévenir le stress. Parce que tant qu'à faire, si on peut
éviter le mauvais stress en tout cas. C'est pas mal. Ah, j'introduis donc direct, voilà, pour commencer, pour plonger dedans, voilà, une petite vidéo qui sera présentée, celle-ci, aux élèves de quatrième. We all have an idea of what it is to be stressed, but people don't always know what stress is for. Stress is the reaction that your body produces to help you react when you're faced with a stressor. A stressor is any situation that your brain interprets as threatening. In a nutshell, stress acts to adapt us to what's going on around us. Scientists who study stress have discovered that there are two types of situations or events that our brains can perceive as threats: absolute stressors and relative stressors. An absolute stressor is an event or situation that endangers life or well-being. It's universal, so everyone has a stress response to this type of stressor. And this is an excellent thing because that stress response ensures our survival. In fact, we wouldn't even be here today if our ancestors, prehistoric man, hadn't experienced a stress response when faced with huge mammoths. When face to face with a mammoth, they had two possible reactions: fight or flight. In both cases, they needed for first their brain to quickly detect the threat, and two, for their body to mobilize a large amount of energy very quickly to do one of these two actions. Scientists say that your body's stress response is like a wave. It's a powerful energy source. When the brain interprets a situation as a challenge, you can become anxious or stressed, whether it be a challenging math problem, an athletic challenge, learning to play an instrument, or an important personal goal. The stress you feel at these times means that you're in a situation that is important to you. We often think that stress is a bad thing, that it gets in the way and prevents us from functioning in our daily lives. But over time, difficulty and challenge can start to make you feel good. These are normal feelings we experience as we develop new strengths. This means you can learn to use difficulty and stress to cope with life's challenges. For example, stress can help you become better in a class that you find difficult. Use the energy of the wave. Voilà, d'où la petite allusion à la vague. On y reviendra bien sûr. Alors donc le stress, c'est quoi? Le stress, c'est vraiment un signal pour s'adapter. On va voir que notre cerveau, il est là pour assurer notre survie et le stress, c'est un signal qui lui dit qu'il y a danger. On va rentrer dans les détails, mais la deuxième chose aussi, vous l'avez vu aussi dans la vidéo, c'est qu'il y a différents stress. Et c'est important donc de bien prendre conscience de quel est le bon stress ou le stress toxique, quand est-ce que c'est un stress absolu ou un stress relatif. Et puis, ce qui n'est pas dans la vidéo, mais on verra aussi, nous on ajoutera des éléments aussi par rapport à tout ce qui est inné chez nous. Il y a aussi bien une partie génétique ou une partie de tempérament qui fait que bien, on est un peu différent aussi face au stress. Et puis, bien sûr, vous l'avez vu, le stress, c'est un peu comme une vague, ça, c'est une énergie. Et apprendre à surfer sur la vague, ça vaut le coup parce qu'une fois qu'on est lancé dessus, on peut aller très loin. Donc, rentrons dans le détail. D'abord, donc, je vous dis, le stress, c'est un moyen de s'adapter. C'est vraiment ce qui permet à notre cerveau de répondre à sa mission d'assurer notre survie, hein. Nos sens, notre ressenti nous permettent de capter des informations, d'envoyer un message à notre cerveau et lui, il vient traiter. Je vais faire une présentation du cerveau. Tous ceux qui ont suivi les webinaires de Nadège, évidemment, sont déjà très calés. Et là, on va utiliser ce que propose Daniel Siegel dans son livre Le cerveau de votre enfant, qui utilise la main. Et c'est comme ça qu'on va présenter le cerveau aux élèves de quatrième. Donc c'est pour ça, c'est intéressant, parce que ça pourra vous servir de petit code. Voilà, alors, le cerveau, donc la main, voilà. Pourquoi la main? Parce que si je fais ça, ben, ça peut ressembler un peu à un cerveau de profil. Ok. Voilà, d'où l'analogie. Alors, au niveau de la paume, ici, de la main, on va retrouver le cerveau archaïque. C'est là que se trouvent tous nos automatismes.
le battement du cœur, battement des paupières, la digestion, la respiration, etc. Et puis ceux qu'on a un petit peu acquis aussi en début de vie, comme la marche, et puis ceux qu'on a acquis aussi dans notre enfance, comme par exemple, c'est devenu automatique pour vous d'actionner une poignée, hein. Voilà. Donc, il y a des automatismes qui sont venus ici s'inscrire dans ce cerveau archaïque qui se trouve donc à l'arrière de notre cerveau ici. Vous le voyez sur le dessin, c'est la partie violette. Donc, c'est vraiment le cervelet, puis le tronc cérébral qui se trouve ici. Et puis, on a aussi, dans cette partie-là, ce qu'on appelle le kit de survie. Voilà. En tout cas, les réactions de survie, nous en avons trois. La fuite, l'attaque, la sidération. On reviendra dessus, mais ça fait partie de notre cerveau archaïque, c'est-à-dire de la partie vraiment qui fonctionne en automatique. Donc justement, cette partie de notre cerveau, elle fonctionne très très vite, quasiment à la naissance, et c'est à 2 ans seulement qu'elle est totalement mature. C'est-à-dire elle a atteint son plein régime à 2 ans. Donc, la paume de la main, le cerveau archaïque. Le pouce ici, cerveau émotionnel, on va l'appeler. C'est la partie orange que vous voyez. Ça se trouve donc à peu près à ce niveau-là dans notre cerveau et vraiment au centre, hein, de notre cerveau. On peut appeler ça aussi le système limbique. Et ce pouce, eh bien, il va représenter donc, on va dire, nos émotions. Voilà. Alors là, on trouve, évidemment, nous ressentons des émotions dès la naissance aussi, hein, au moins du ça me plaît pas, ça me va pas. Mais ce qui va être intéressant, c'est que nous avons différents stades de maturité au niveau de ce cerveau-là. Il y a un premier stade qui se fait vers 6-7 ans, ou qu'on appelle d'ailleurs l'âge de raison, parce que avant, ben, dès qu'un signal d'émotion est envoyé, est perçu donc par nos sens, hein, ou notre ressenti et est envoyé dans notre cerveau, eh bien, à ce moment-là, tout est très intense. Donc, c'est toujours très difficile à ce moment-là de relativiser, voilà. Donc, c'est très fort, c'est très puissant en termes d'intensité. Après, on traverse une certaine période de latence entre 7 ans et puis l'adolescence. Et à l'adolescence, ça repart dans un côté évidemment très intense. Si vous êtes parent d'ado, vous pouvez en être témoin de temps en temps, voilà, de cette intensité des émotions qui submerge en fait, hein, vraiment, quand l'émotion est ressentie, elle est très vite, très amplifiée. Alors, notamment parce que se trouve là au centre, comme ça, la petite centrale d'alarme qu'on appelle l'amygdale, qui a triplé de volume au moment de l'adolescence et qui, évidemment, amplifie cette intensité de l'émotion. Mais vers 17-18 ans, notre cerveau émotionnel là, va trouver son rythme de croisière, il va être complètement mature. Et il y a aussi une autre petite différence par rapport à ça qui est intéressante à prendre en compte quand on est parent, c'est vraiment la partie tempérament. On reviendra dessus au moment je vous ai dit, les différences et avec la part innée, hein, bah oui, nous avons un tempérament, ça ne fait pas notre personnalité, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait agir sur ce tempérament, mais il n'empêche qu'on arrive à la naissance avec un certain bagage et après, bah, il va falloir justement s'occuper de ce bagage pour agir au mieux avec. Et par exemple, en termes de bagage, ben, justement, nous avons les réactions émotionnelles, nous sommes différents. Moi, j'aime bien parler d'enfants. Par exemple, vous avez des fois des enfants qui sont nés 110 décibels. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais 110 décibels, en gros, ben, c'est ce dont on est autorisé quand on fait une fête chez soi à monter le volume jusqu'à 110 décibels parce que ça, normalement, ça ne gêne pas le voisinage. Donc, quelque part, on peut encore un petit peu s'entendre. C'est pour ça qu'on a l'impression parfois d'avoir des enfants qui gèrent mieux leurs émotions que d'autres. Ben oui, mais ils sont nés avec un niveau de réaction émotionnelle un petit peu moins puissant, donc des 110 décibels. Et à côté de ça, ben vous avez des enfants qui sont plutôt des 300 décibels, où là,
ça va être quand même vraiment plus compliqué, plus, plus sonore à l'intérieur d'eux quand il y a un signal émotionnel ou un signal de stress qui arrive, ça va faire beaucoup de bruit. Voilà, donc ça, c'est donc le pouce, c'est notre cerveau émotionnel, la paume, le cerveau archaïque. Donc, tous ces deux-là, là, ils s'entendent très très bien, ils marchent très bien ensemble, donc ils fonctionnent. Voilà, dès qu'il y a signal de stress, signal d'émotion, hop, lui, il est connecté ici et ça se passe très bien. Au-dessus, avec nos doigts comme ça, on va avoir ce qu'on peut appeler le cerveau supérieur tout simplement. Et puis là, avec les ongles, ça va être ce qu'on appelle nos lobes préfrontaux, ce qui va se trouver donc ici, hein, voilà. Et dans cette partie-là se logent toutes nos fonctions exécutives, dont la régulation des émotions, la régulation du stress. Zut. Pourquoi zut? Tout simplement parce que cette partie-là, cette partie supérieure, ben, elle se développe de l'arrière vers l'avant. Donc au début, évidemment, toute cette partie-là va être mature assez vite. En revanche, celle qui nous intéresse, hein, qui contient, je vous ai dit, donc régulation du stress, mais dans laquelle on va trouver aussi un petit peu d'analyse, hein, de prise de recul. C'est là où je peux un peu relativiser justement les choses. On va trouver de la résolution de problèmes, on va trouver aussi de l'inhibition, s'empêcher de. Donc voilà, plein de fonctions qui sont quand même très intéressantes pour nous, parents ou éducateurs. Et malheureusement, bah, cette partie-là, elle va être totalement mature vers 25 à 28 ans, hein. Plus ça va, plus ça évolue. Mais voilà, on va rester sur 25, c'est plus gai, c'est plus sympa. Et donc voilà, là ici, c'est nos fonctions exécutives. Alors, ça veut pas dire, la maturité ne veut pas dire que vos enfants sont dépourvus de régulation des émotions, d'empathie, de résolution de problèmes, etc. Non, ils ne sont pas dépourvus de ça, mais c'est toujours plus compliqué à actionner. Et entre autres, ben, dès lors qu'il y a forte émotion, ça fait ça. C'est pour ça que la main est très intéressante pour comprendre comment ça fonctionne. C'est que alors, les émotions avec le cerveau archaïque, ça marche très bien. Par contre, ben, c'est vrai que cette partie-là, quand il y a forte émotion, ça se déconnecte. Et nos enfants, n'étant pas finis, entre guillemets, eh bien, ils vont avoir besoin de l'adulte, souvent, pour les aider à justement venir reconnecter ce cerveau supérieur et les aider dans la régulation. Alors, il va y avoir l'adulte et puis il va y avoir la répétition. C'est-à-dire que si en tant qu'adulte accompagnant, ben, je répète ces processus de venir comme ça reconnecter, apprendre à réguler, etc., eh bien, à ce moment-là, mon enfant, petit à petit, va devenir de plus en plus autonome pour lui-même se reconnecter au niveau de son cerveau supérieur. Voilà, donc ça c'était le cerveau dans la main, il sera présenté comme tel aux élèves de quatrième. Donc c'est pour ça on tenait à vous le présenter. En seconde, on rappellera ça évidemment, mais on ajoutera, on ira un petit peu plus loin avec une autre analogie qui appartient celle-là à Dany Beaulieu, une Québécoise qu'on aime bien, et qui plaît beaucoup aux jeunes. Elle plaît beaucoup, souvent quand je le fais en atelier, ils s'en souviennent quand je demande à la fin de quoi vous vous souvenez. Ah ben je me souviens très bien du primate et du diplomate, vous verrez les deux parties, voilà. Et donc nous avons choisi de le présenter pour les élèves de seconde. Alors le primate, c'est vraiment la partie, voilà, je suis déconnectée et j'ai mon cerveau des émotions qui est connecté, lui, avec mon cerveau archaïque. Et donc, il a des réactions basiques, vous le voyez, la fuite, l'attaque ou la sidération. Comme vous voyez, j'ai mis des petites emojis devant, là. Il y en a deux avec énergie. Pourquoi? Parce que ce sont deux réactions de survie qui mobilisent l'énergie pour la transformer. En effet, je prends mon énergie et je vais courir, par exemple, ou bien je vais attaquer. Tandis que la troisième, eh bien, elle, au contraire, elle va comme figer l'énergie. Donc, elle l'immobilise au lieu de la mobiliser. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que il y a toujours quand même une histoire d'énergie. Et au moment où on verra dans la régulation du stress comment apaiser, eh bien, ce sera important de se souvenir que ce soit
le fait d'avoir fait monter l'énergie, hein, et après, bah, il faut que je la fasse descendre, ou que ce soit le fait d'avoir complètement figé l'énergie, il va falloir que je la relibère. Donc, voilà, il y aura une technique aussi d'apaisement pour ceux qui ont utilisé la sidération. C'est important de l'avoir en tête. Donc, trois réactions primates, hein, voilà. Alors, pour vous donner un petit exemple pour visualiser, si un élève, par exemple, se met à stresser devant son évaluation surprise, bien, en général, c'est son primate, donc qui prend les commandes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il risque soit de prendre la fuite. Alors souvent, vous inquiétez pas, il ne quitte pas la classe, hein, il va pas partir comme ça. Non, il y a d'autres moyens de prendre la fuite. Il peut tout simplement soit répondre complètement hors sujet, il peut aussi commencer à regarder, par exemple, par la fenêtre, hein, et à laisser comme ça le temps, lui, fuir. Euh, la lutte, bah, qu'est-ce qu'il peut faire? Il va pas se mettre non plus, par exemple, à injurier son professeur qui lui a fait cette interro surprise, hein, bien sûr, mais il y a d'autres moyens et surtout des choses intérieures. En fait, il peut commencer à ruminer un peu. Vous voyez, ces petites protestations intérieures. Ah oui, mais c'est pas juste, voilà, il nous a pas prévenus, et puis lui, il sait pas, mais moi, hier, j'avais une compète de volley, et puis j'ai pas eu le temps de réviser son cours, c'est vraiment pas sympa. J'en parlerai aux parents quand même pour qu'ils voient, pour qu'ils fassent quelque chose. Vous voyez, voilà. Et ça, il est en lutte au lieu, évidemment, de faire au niveau de son interro. Et le temps, lui aussi, ben, il défile encore une fois. Et ça l'empêche en plus de se concentrer pour au moins donner ce qu'il a. Ou bien vous avez les enfants aussi qui se figent d'un seul coup. Peut-être qu'ils savent même leur leçon, mais c'est le fait d'avoir cette surprise d'être interrogé fait que ils se sidèrent, ils ont d'un seul coup la peur les prend et ça fige complètement leur énergie et ils n'arrivent même plus à réfléchir. Il a l'impression même qu'il ne sait rien, que ses idées sont totalement embrouillées. Donc tout ça, en tout cas, ces trois réactions, ce sont vraiment des moyens qu'a trouvé notre cerveau pour échapper à ce que lui, il a interprété comme un stress, comme un danger. Voilà, donc ça, c'était vraiment pour vous montrer que c'est un moyen de s'adapter et heureusement, il existe les réactions diplomates. Voilà, et c'est celles qui se trouvent évidemment au niveau donc, de nos fonctions exécutives. Par exemple, face à cette interro surprise, ben, au lieu de ça, je vais me dire à l'intérieur de moi, ah, vache, ça me stresse cette interro surprise, c'était pas prévu. Voilà, donc j'essaye de comprendre là, bah oui, je suis pas en condition, moi je j'ai pas mince, je j'avais pas intégré qu'on pouvait avoir une interro surprise. Bon, allez, je vais m'apaiser, prendre une grande respiration et ainsi faire du mieux possible. Voilà, donc on vient de vraiment voir comment notre cerveau, lui, se sert du stress pour s'adapter. Je passe la main à Nadège pour différencier les stress. Alors, effectivement, vous l'aurez compris, notre cerveau donc a besoin du stress pour pouvoir s'adapter, mais ce stress, il y en a en réalité de plusieurs sortes. Alors, vous avez vu pendant la vidéo qu'il y avait ce qu'on appelle le stress absolu ou le stress relatif. Et si vous voyez la slide, alors Bon, je vais demander, merci, essayez. à Séverine d'être mon Moins stressé. opératrice, voilà, de support. Donc, si vous regardez la slide à l'écran, vous voyez ces deux personnes, eh bien, face à un éléphant dans une piscine. Alors, elle reste calme et c'est d'ailleurs plutôt de la sidération que l'on voit. Et on voit à ce niveau-là que la sidération peut être parfois une bonne réaction parce qu'elle nous permet de rester calme. Alors, on peut se demander si, par contre, face au rhinocéros, eh bien, il faut rester aussi calme et si la fuite ne peut pas être la solution, mais peu importe. Et c'est ça aussi la difficulté, c'est que notre cerveau va donc avoir ces trois réactions en
en cas de stress absolu, et parfois ces réactions vont être adaptées et puis parfois elles le seront moins. Et puis il y a tout ce qu'on appelle le stress relatif, et en réalité dans nos pays occidentaux, eh bien il faut savoir que nous vivons 7 à 10% d'épisodes de stress absolu, attaque, cambriolage, très mauvaise nouvelle, pour 90% de stress relatif. Alors le stress relatif, c'est quoi? C'est toutes les situations de vie qui vont nous stresser, mais qui ne nous mettent pas en réalité en danger. Et notre cerveau, par contre, eh bien, lui ne va pas les différencier. Il va les traiter de la même façon, alors pas avec la même intensité, évidemment, mais ce sont les mêmes zones neurologiques, physiologiques qui vont intervenir. Et c'est pour cela, eh bien, que parfois, et nous allons stresser de façon très, très intense pour un événement qui n'est peut-être pas si grave que ça, mais nous le verrons, notre cerveau, lui, n'est pas toujours habitué à pouvoir faire la différence. Et c'est d'ailleurs ce que l'on voit à la slide suivante. Il existe ce que l'on appelle du bon stress et du stress toxique. Alors effectivement, c'est ce que nous a dit Séverine, nous avons besoin du stress parce que le stress, il nous permet de nous concentrer, de relever des défis, de nous mobiliser. Mais normalement, le stress, eh bien, c'est une vague qui arrive, qui nous emporte, mais qui part. Et c'est une vague que nous allons apprendre normalement, eh bien, à maîtriser. La difficulté, c'est que normalement, cette vague doit être présente, hein, encore une fois, pour nous permettre de nous mobiliser, et puis elle doit diminuer, c'est-à-dire l'hormone qui est responsable du stress, qui est déclenchée en cas de stress, qui s'appelle le cortisol. Normalement, cette hormone, petit à petit, doit disparaître de notre organisme. Malheureusement, nous pouvons être face à ce qu'on appelle un stress toxique. Alors, soit parce que nous n'arrivons pas à, je vais dire, à négocier ces vagues de stress, soit parce que nous sommes emportés par ces vagues de stress. Et malheureusement, bien, c'est des choses que l'on peut retrouver dans des attaques de panique où notre cerveau se sent tellement perdu et en difficulté face au stress qu'il va se faire engloutir par la vague. Donc ça, c'est le cas de difficulté à gérer le stress, mais on retrouve aussi cette notion de stress toxique dans le fait d'avoir un stress chronique. Je vous l'ai dit, normalement, le stress, c'est une vague hein, qui monte et qui redescend. La difficulté, c'est que nous nous rendons compte aujourd'hui que nous avons tendance à enchaîner les situations de stress, à ne plus avoir les temps de récupération nécessaires entre les différentes vagues et donc à enchaîner ces vagues avec un taux de cortisol qui monte encore et encore et qui finit eh bien, par être très négatif pour notre organisme parce que si le stress temporaire, le stress de mobilisation est quelque chose d'important, trop de cortisol dans le sang et trop longtemps, eh bien, devient négatif pour la santé, notamment pour nos organes, le foie, le rein et le cœur. Et donc, il ne faut pas avoir trop de cortisol dans le sang. Alors c'est d'ailleurs intéressant parce qu'aujourd'hui on est capable de mesurer notre taux de cortisol dans le sang par un prélèvement capillaire, en analysant des cheveux. Et des études ont eu lieu là dans les 5 dernières années et nous ont permis de nous rendre compte qu'il y a 2 populations particulièrement concernées par le stress. Alors, souvent, en tant qu'adulte, on pense que c'est nous, parce que nous avons quand même une vie bien stressante et remplie de stress chronique. Or, ce que les études ont montré, c'est que les ados et les personnes âgées
eh bien, sont les populations les plus touchées, chez qui le taux de cortisol est le plus important. Et c'est notamment dû eh bien, à ce que vous expliquez, Séverine, juste avant, ce qui va venir calmer le stress, qui va permettre au bout d'un moment de faire descendre la vague ou de faire que très rapidement la vague devienne une petite vague et pas une grande vague. Eh bien, c'est comme Séverine vous l'expliquait, nos lobes frontaux, hein, l'avant de notre cerveau, qui va nous permettre d'inhiber, de réfléchir, de mettre à distance les choses. Et quand on regarde les ados, eh bien, on sait que leurs lobes frontaux ne sont pas encore suffisamment matures et qu'ils n'ont pas encore cette capacité eh bien de pouvoir complètement jouer le rôle de surfeur de la vague ou de réducteur de vague. Et c'est la même chose pour les personnes âgées qui, elles, commencent à connaître eh bien, une dégénérescence, en tout cas un moins bon fonctionnement de ces lobes frontaux et qui sont donc beaucoup plus en difficulté. Donc, il faut entendre qu'il y a différents types de stress et nous le verrons, le but n'est pas d'éliminer tout le stress, mais bien de comprendre la différence entre le stress absolu et le stress relatif et le bon stress et le stress toxique. Alors, en sachant par contre que nous ne sommes pas tous égaux face au stress, le professeur Sonia Lupien, qui travaille sur le stress, a notamment montré eh bien, qu'il y avait d'abord un facteur héréditaire hein, dans le stress. Il y a malheureusement eh bien, pas seulement un tempérament, mais déjà il y a un héritage familial par rapport au stress. Alors, on pense souvent à l'héritage des mamans, parce qu'on se dit, s'ils étaient stressés, le bébé l'a senti dans le ventre, etc. Oui, ça peut avoir une influence, mais il faut savoir quand même que le placenta protège pas mal le bébé du stress de la maman. Donc, il faut quand même un stress chronique et assez intense pour que le bébé soit impacté. Mais ça peut arriver, effectivement. Les études ont montré aussi que le stress du papa peut venir influencer le bébé, d'abord dans les spermatozoïdes, qui ont des marqueurs de stress, et puis aussi dans le stress général du papa, qui peut bien communiquer son propre stress à son enfant ou à son épouse. Donc, il n'y a pas que les mamans qui sont concernées, mais il faut savoir que, eh bien, il y a ce caractère d'hérédité. Il y a également le fait que l'on sait aujourd'hui que le bébé va naître avec un tempérament. Alors un tempérament, c'est un plus ou moins, hein, c'est une tendance, et on sait notamment que dans les tempéraments, eh bien, il y aura des bébés plus ou moins expressif d'un point de vue émotionnel. Donc ça peut aller de l'hypersensibilité à bien son inverse, qu'on appelle l'alexithymie. Donc il peut y avoir déjà des bébés très très sensibles aux émotions et puis il peut y avoir aussi des bébés déjà ouverts au changement et des bébés pour qui le changement est quelque chose de plus compliqué. Donc là, le tempérament va avoir une influence. On retrouve un peu la même chose aussi avec optimiste versus pessimiste. Ça va avoir une influence sur votre façon d'accueillir le stress et puis de vous mobiliser. Autre élément aussi que l'on sait de plus en plus, mais alors qu'on est un peu en train d'explorer, mais c'est quand même intéressant de le citer. On sait aujourd'hui aussi que ce que nous mangeons, notre microbiote, notre deuxième cerveau, hein, puisque nos intestins sont notre deuxième cerveau a priori, on commence de plus en plus à faire des liens entre notre microbiote et notre résistance au stress, notre capacité de faire face. Il y a des équipes
un peu partout en France et en Europe qui sont en train de travailler sur ce sujet et on pense qu'elles vont amener peut-être de nouveaux éclairages et de nouveaux outils. Mais c'est vrai que ça, c'est un élément important parce que on voit bien aujourd'hui, par exemple, que dans le cas de la dépression, alors qui a un lien plus ou moins clair avec le stress, mais on voit par exemple que dans le cas de la dépression, on peut avoir des liens très clairs avec le microbiote et le corps. Donc ça, c'est une des pistes hein, qui est importante. Et on sait quand même que une partie de notre alimentation aujourd'hui n'est pas toujours très adaptée. Et puis, dernier élément qui est aussi important, on voit évidemment un lien de plus en plus net et clair entre les traumas que nous avons vécus, alors que ce soit, j'ai envie de dire, des petits ou des gros traumas, hein, qui sont toujours des moments d'adversité. On pense bien sûr là encore à du stress absolu, mais il peut y avoir des traumas liés à des événements répétés, comme des déménagements, comme des ruptures, comme des changements parentaux, familiaux, et des traumas qui vont aussi venir affaiblir la résistance psychique et physique de l'individu et qui vont faire que bien le stress est beaucoup plus difficile à affronter et donc aussi à surmonter. Donc, je redonne la main à Séverine pour terminer cette partie de présentation du stress. Voilà, donc on va débuter la deuxième partie de la conférence. Et puis après cette partie-là, on fera un petit temps de questions-réponses pour justement voilà, pouvoir ajuster avec vous avant de prendre, de mettre de voir comment prévenir le stress. Voilà. Donc, réguler son stress. La régulation, donc on vous a dit, c'est dans cette partie-là du cerveau, hein. Elle se fait en 4 étapes. C'est vraiment ces 4 étapes qui vont permettre, comme de faire, voilà, ce mouvement, de se reconnecter pour pouvoir s'apaiser. Donc il y a vraiment reconnaître en première étape, puis comprendre, puis exprimer, puis apaiser. Et nous allons évidemment nous arrêter sur chacune de ces étapes pour voir comment ça se passe pour réguler son stress. Alors, je redis quand même un petit préambule. Réguler son stress ne veut pas dire faire disparaître le stress, hein. On insiste toujours là-dessus parce que c'est vraiment important. Comme vous dit Nadège, hein, c'est vraiment, il y a le bon stress. Le bon stress va nous aider à, au contraire, se saisir de l'énergie de la vague et pouvoir nous dépasser. C'est vraiment ça qui nous permet souvent de nous concentrer et de faire vraiment des choses particulièrement un petit peu challengeantes. Donc, c'est important de ne pas vouloir faire disparaître le stress. En revanche, il ne faut pas qu'il devienne handicapant. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à le réguler, pas à le faire disparaître. Alors, première étape, je vous disais, reconnaître le stress. Et pour ça, on peut utiliser des indices. Notre corps est très très bien fait, c'est une machine bien huilée. Et nous avons, par exemple, les pensées. Ça, alors là, les pensées qui tournent. Voilà, j'y arriverai jamais. Oui, mais j'en ai marre. Je ne sais pas comment faire. Et ça peut être des jeux, mais ça peut être aussi, oui, mais il m'énerve, il n'est pas sympa avec moi, de toute façon, il c'est toujours contre moi qu'il fait ça. Voilà, on peut aussi, ce sont des pensées qui peuvent être évidemment dirigées aussi vers l'autre. Mais ça, c'est un bon indice. Si on commence comme ça à être un peu dans la rumination, c'est la porte ouverte, évidemment, à faire monter le stress au point d'un moment de se faire embarquer dans la vague. Donc, les pensées. Deuxième indice qu'on peut utiliser, bien sûr, sont les sensations physiques. Notre stress peut très facilement se manifester. Vous pouvez avoir par exemple, une accélération du cœur quand vous avez le trac, par exemple. On peut avoir aussi la gorge nouée,
le ventre qui se serre, là, ça nous fait presque des douleurs parfois. Le mal de dos, bien sûr, les tensions dans les cervicales, etc., sont des bons indices, hein. La migraine, voilà, tout ça sont des petites choses qui peuvent nous alerter. On peut se dire, tiens, est-ce que derrière se cache le stress? Donc c'est important d'y prêter attention, de reconnaître, tiens, ouais, là, ouh, j'en ai plein le dos, peut-être que j'en porte beaucoup, hein. Et puis, il est aussi intéressant de pouvoir utiliser notre entourage, bien sûr, et nos enfants, ben, ils comptent évidemment principalement sur nous pour les mettre sur la piste de ce stress. Et voilà, quand maman ou papa ou le prof ou peu importe l'adulte qu'il rencontre dit, j'ai l'impression que tu es tendu, voilà, peut-être en montrant là où ils ont repéré le stress ou la mâchoire serrée, des choses comme ça, eh bien, c'est un bon moyen justement de permettre à l'enfant ou à l'adolescent de franchir cette première étape, hein. Et c'est vraiment se saisir, alors surtout avec nos ados, se saisir des petits premiers indices, hein. C'est, voilà, votre ado rentre chez vous et jette violemment son sac à dos qui part à travers la pièce. Bah, évidemment, spontanément, qu'est-ce qu'on a envie de faire? C'est non, mais ça va pas, non? Tu reprends ton sac à dos là et puis tu le ranges correctement. Alors que l'utilisation comme ça, au contraire, d'un petit je vais t'aider à reconnaître que ça va pas, eh bien, c'est plutôt, au lieu de faire avoir cette réaction, c'est plutôt de dire hum, j'ai l'impression que tu as eu une dure journée ou ça doit être dur là, hein, la journée n'a pas dû être très bonne. Et c'est lui permettre soit d'entamer le dialogue avec vous, bien sûr, soit au moins d'avoir ce dialogue interne qui démarre et qui passe par cette première étape de reconnaissance de oui, je ne vais pas bien. Il y a quelque chose qui me perturbe et ça risque, je vous dis, si on ne le reconnaît pas, d'amplifier, hein, et de devenir vraiment du stress dans le sens où le cerveau va l'interpréter comme attention, euh, tu es en danger. Mm. Alors, donc, première étape, reconnaître le stress. Deuxième étape, c'est comprendre. Comprendre le stress, c'est qu'est-ce qui m'arrive. Et ça, c'est intéressant, c'est de s'arrêter 2 minutes là-dessus parce que nous avons ici des circuits neuronaux, hein, qui nous permettent de faire la différence entre les situations qui sont dites sûres, tranquilles, voilà, sereines, et les situations qui sont dites dangereuses, hein. Voilà, ou qui constituent même peut-être une menace vitale. Eh bien, le problème, c'est que nous avons de base une perception qui est biaisée. Nous avons ce qu'on appelle le biais de négativité. C'est vraiment une interprétation faussée des faits. Et Nadège vous en parlait au début, entre le stress relatif, le stress absolu, hein. En gros, c'est biaisé quasiment sur 90% des situations. On interprète des choses comme très, très dangereuses alors que voilà, c'est un stress relatif, hein. Notre vie n'est pas en danger. Et donc, c'est important d'en prendre conscience, de comprendre ça pour finalement ramener notre perception dans le réel, d'être plus juste, moins prisonnier de ce biais de négativité qui fait partie quelque part de notre package de base. Pourquoi? Pour assurer notre survie. C'était bien, hein, quand on était homme préhistorique dans la savane, bah, d'être peut-être justement avec quand on voit un petit peu la broussaille qui commence à bouger, en effet, avoir ce biais de négativité et nous dire peut-être, oui, c'est peut-être un animal sauvage, je dois être prudent. Et c'était intelligent parce que là, pour le coup, c'était pas 10% de stress absolu. Il n'y avait pas que 10% de situations dangereuses. Eux, ils vivaient quasiment en danger non-stop. Donc, heureusement qu'il y avait ce biais de négativité qui était présent. Aujourd'hui, c'est bien d'en prendre conscience pour justement un peu le contenir. Alors, je vais vous montrer une vidéo, vous allez voir, et je vous demande pendant ce temps-là de vraiment vous connecter justement à ce que vous ressentez pendant le visionnage.
On n'a pas de son. Si n'y a pas de son, ça n'a pas d'intérêt. Alors, attends, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de son alors. Tu as peut-être coupé le son. Bah non, 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 non. Non, moi, je l'ai plein, plein pot. Moi, je l'ai plein pot. Je vais arrêter et vérifier que le son est bien partagé et repartager le diapo. Ah ouais, peut-être que c'est ça. Peut-être qu'il n'y avait pas le. Est-ce que. Est-ce que... C'est bon. Voilà, donc là, on a vu 2 fois. C'est bon, on a le son là, hein. Tout le monde a eu le son? Oui, 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 oui. Tout à fait. Bon, donc là, on a bien vu, hein, comment vous vous êtes senti au premier passage. Évidemment, c'est très désagréable, c'est malaisant, ça grince. Voilà, évidemment, notre biais de négativité est totalement activé. Et puis, dès qu'on est passé au deuxième passage, on se sent beaucoup plus soulagé, apaisé, et c'est agréable. Pourquoi? Ben, il y a une unique différence, hein, et une seule, c'est la musique. Donc, c'est intéressant avec cette vidéo qu'ils verront, hein, vos enfants pendant l'atelier. Ils verront cette vidéo pour bien comprendre que parfois, quand on ressent du stress, ça peut être intéressant de se poser 2 minutes et d'essayer justement de comprendre, hein, parce qu'on est dans cette phase-là de la régulation. Est-ce qu'il y a un élément dans mon environnement qui vient justement interférer sur ma perception, comme la musique vient de le faire sur cette vidéo? Donc, pour vous donner un exemple, un élève qui est placé à côté de son ennemi juré et quand le prof vient l'interroger, il y a toutes les chances pour que la question lui paraisse 2 fois plus compliquée qu'elle ne l'est dans le réel. Quand on est fatigué aussi, on s'est disputé, que, voilà, qu'on a mal quelque part, tout ça sont des facteurs qui font que notre neuroception, elle risque d'être faussée et on risque d'être embarqué dans ce biais de négativité. Donc ça, c'est un premier élément de compréhension et un petit peu aussi de prévention, bien sûr. Deuxième élément de compréhension, c'est un outil euh, qui nous vient donc du professeur aussi Sonia Lupien, la québécoise, voilà, qui vraiment nous a apporté beaucoup de choses sur le stress et elle nous donne ce petit moyen mémotechnique pour essayer d'identifier si on a du stress. Alors, je n'ai pas noté les acronymes, mais je crois que nous avons réussi à transformer ça aussi en anglais et en allemand, voilà, pour que ce soit aussi ludique pour les professeurs pour animer l'atelier. Mais en français, en tout cas, c'est est-ce que tu fais du cinoche ou est-ce que tu fais du ciné? Voilà. Donc, le ciné, donc, je vous dis, un moyen mémotechnique pour se souvenir des 4 éléments qui peuvent concourir à nous donner du stress. Il suffit de cocher un seul des éléments pour se dire, bah oui, là, évidemment que j'ai toutes les chances pour m'ouvrir au stress. Maintenant, qu'est-ce que j'en... Voilà, à partir du moment où j'ai identifié ça, eh bien, je peux aussi choisir donc de passer en régulation. Alors, le C, c'est bien sûr pour la perte de contrôle. Et je vous ai mis comme exemple le téléphone qui est confisqué, évidemment.
le téléphone, c'est tellement pour nos enfants, c'est maintenant tellement devenu une part d'eux. Et encore, je dis pour nos enfants, bon, je pourrais nous englober quand même dedans un petit peu, mais c'est devenu une vraie part de nous. Et donc, quand on prend le téléphone de notre enfant, c'est comme si on le privait de sa liberté, d'une part de lui. Donc, il perd quelque part le contrôle sur ce qu'il est en train de faire, ce qui va se devenir. Mm. Même, par exemple, demander à quelqu'un de s'exprimer sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. C'est pareil, ça peut être un lieu de perte de contrôle. C'est un moment où il ne se sent pas bien, d'un seul coup, il est mis en difficulté. Et ça peut faire monter le stress. Le I, c'est pour l'imprévu. Alors évidemment, je vous ai mis comme exemple l'interro surprise, parce que c'est une évidence pour le coup, c'était pas prévu. C'est le but de l'interro surprise. Mais également, vous allez le chercher par exemple après les cours et au lieu de le ramener direct chez vous, où là il avait peut-être son petit emploi du temps dans la tête, voilà, je me prends mon goûter tranquille, je regarde mes réseaux sociaux et puis après je ferai mes devoirs. Et là, ah ben non, 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 il faut que j'aille faire des courses. Et vous l'embarquez faire des courses. Évidemment, hop, imprévu, le stress peut monter et je vous passe les détails, mais le primate donc peut prendre les commandes et en face, ça peut être un petit peu houleux dans la voiture, par exemple. Alors, c'est important d'avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire vos courses ou que les professeurs ne doivent pas faire d'interro surprise. Non. C'est juste que nous, en tant qu'adultes, si on a aussi ça et que on a toujours à cœur de se dire, bah, il doit être aidé pour reconnecter, à ce moment-là, je sais déjà que, évidemment, je viens créer une situation d'imprévu, donc je peux générer du stress et c'est intéressant dans ces cas-là de bien laisser ce temps-là d'accueil de bah oui, c'est pas marrant que je t'ai changé ton emploi du temps, tu avais peut-être prévu de faire d'autres choses à la maison, etc. Et là, je viens changer ton emploi du temps. Donc, la reconnaissance des choses, l'accueil hein, de ce qui est en train de se passer. Et derrière, prendre le temps voilà, de le laisser se respirer, se recharger. On va voir différents outils justement pour faire qu'il s'apaise et que voilà, pendant que vous êtes en train de faire vos courses, ben, qu'au moins il mette son temps à profit. Le N, c'est pour tout ce qui est nouveauté, bien sûr. Alors, comme exemple, bah, évidemment, un changement de place en classe, mais ça peut être aussi même un nouveau chapitre. Hein. Voilà. Le E, c'est pour l'ego et l'équilibre et où l'équilibre menacé. Par exemple, quand l'enfant ou l'ado a peur des moqueries des autres, hein, peur du jugement, parfois même, il peut aussi avoir son propre juge interne. Hein, ah oui, mais vais-je être à la hauteur? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je mérite d'être là? Est-ce que ceci? Ça, tout ça, c'est quand l'ego, l'équilibre se sent menacé. Une ambiance aussi qui est tendue, qui est un peu voilà, électrique. Tout ça, ça concourt à déclencher du stress. Donc, on vient vraiment de voir que les premières étapes, elles viennent nous permettre petit à petit de nous dissocier du stress. Et c'est ça qui est intéressant. Et exprimer vient faire aboutir les choses. Hein. C'est vraiment ce moment où on a terminé quelque part de se dissocier du stress. On arrive à, pour ça que je vous ai mis cette personne avec ses jumelles là, comme si on arrivait à prendre de la hauteur et à voir de plus loin notre stress. Et là, on va terminer en justement en exprimant, donc vraiment en distanciant, vraiment mettre, voilà, bah oui, apparemment, oui, je suis stressée. Mais tout ça, c'est vraiment c'est ce moment où on vient petit à petit faire ça, se reconnecter avec notre cerveau supérieur. Donc, bien sûr, l'expression, elle peut se formuler tout haut s'il y a un public apte à l'entendre, mais elle peut aussi être tout simplement en interne, hein, juste, oh là là, j'en ai plein le dos, j'ai la gorge nouée, c'est voilà, parce que c'était pas prévu, ou bien c'est nouveau, etc. Voilà, c'est ça, ça vient finir de se distancer, de se dissocier du stress et comme ça, on va pouvoir après l'apaiser.
Alors, autre manière aussi d'exprimer, parce que des fois, on n'a pas de mots, on n'a pas de mots à mettre sur le stress. Et ce sont des outils donc, qui seront donnés évidemment à vos enfants. Il y a par exemple la silhouette, on appelle ça. C'est de dessiner une silhouette et d'indiquer tout simplement l'endroit où le stress s'est logé. Et ça, encore une fois, bah, ça permet vraiment, pour le coup, d'aller le poser sur le papier au lieu qu'il reste à l'intérieur. On peut même faire un travail imaginatif, hein, où c'est comme si le stress était une boule, par exemple, et puis je la prends de mon ventre, je la sors avec, voilà, de manière imaginaire. Je la sors, je la mets dans une boîte, je ferme la boîte, je mets un gros scotch, un gros chatterton et je pose la boîte à côté parce que c'est pas le moment de m'occuper de ce stress, de cette émotion. Elle me gêne pour faire telle ou telle chose. Donc voilà, ce sont des manières d'exprimer. Vous avez aussi celle-là, de manière aussi qui est d'écrire dans un petit coin de sa feuille sa préoccupation, hein. Donc je me suis disputée, je me sens nulle, là, voilà. Et on vient l'entourer parce qu'encore une fois, c'est comme si, bah voilà, on vient lui dire, non, bah, je te pose là et je m'occuperai de toi quand j'aurai le temps, mais là, pour l'instant, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Voilà, donc ça, c'est une autre manière aussi d'exprimer. Il n'y a pas que les mots qui peuvent nous servir. Donc, nous avons vu déjà les 3 premières étapes et on va voir la dernière étape justement de la régulation du stress, c'est l'apaisement. Voilà, donc c'est cette feuille-là, je vous la mettrai dans le chat à la fin du webinaire pour que vous ayez justement accès un- en tout cas un beau panel des outils qui seront développés avec vos enfants. Et là, ce soir, on va en voir quelques-uns. On va déjà voir la respiration. Voilà. Évidemment, la respiration, ça marche avec énormément de personnes. Mais honnêtement, souvent, si ça n'a pas été précédé des étapes, des fois, on a un peu une tendance à dire, oh, je suis stressée, je respire. Oui, mais sauf qu'on n'est pas passé par l'étape de compréhension et d'expression. Et bah, la réaction première peut être ouais, mais, la respiration, ils sont gentils, mais moi j'en ai plein là. Oui, parce que on a oublié les étapes intermédiaires, hein. Donc, la respiration, ça intervient bien au moment de l'apaisement et pas comme un remède miracle. Voilà. Et c'est un outil qui marche à certains moments et qui ne marche pas tout le temps. Et ça, c'est ce qu'on va dire aussi à vos enfants, c'est que c'est important d'avoir une belle boîte à outils parce que, ben voilà, on est sensible à certains outils, pas à d'autres. Et puis aussi, en fonction des moments de notre vie, nous sommes plus ou moins sensibles à certains outils. Donc, la respiration, bien sûr, leur sera présentée. Donc, avec la respiration, par exemple, en cohérence cardiaque, 5 secondes, j'inspire, 5 secondes, j'expire. Mais il y a aussi la respiration 4-7-8, qui est assez efficace parce que voilà, elle nécessite un peu de retenir et puis de lâcher. Voilà. Donc, c'est 4 secondes, j'inspire, 7 secondes, je bloque et 8 secondes, j'expire. Voilà. Donc ça, quand on a un gros trac, par exemple, ça peut être assez efficace, alors que vraiment le 5-5 va vraiment permettre de petit à petit retrouver un rythme très normal. Donc on peut enchaîner même les deux, hein, on peut mixer. Ensuite, nous avons aussi comme outil qui sera présenté à vos enfants la co-régulation. Et là, on va les inviter à choisir un partenaire de co-régulation plutôt qu'un partenaire de co-rumination. Évidemment, quand entre eux, bah, ils commencent à râler, à ruminer, oui, mais de toute façon, avec ce prof, c'est toujours comme ça, avec ça, moi, mes parents, ceci et cela, bah, on se doute bien que c'est pas comme ça que ça va permettre justement de reconnecter et de passer en mode je m'appelle, je trouve des solutions, etc. Donc, apaiser, c'est aussi se rapprocher, au contraire, d'une personne qui va nous offrir une écoute, nous offrir voilà, cet accueil de l'émotion et nous permettre peut-être avec elle de nous apaiser, de respirer ou
d'aller boire un verre d'eau, d'aller trouver quelque chose qui permet au final de réguler notre stress. Alors évidemment, nous, parents, on est fortement invités à être ces partenaires de co-régulation plutôt que de co-rumination. Ah ben oui, hein, de toute façon, en ce moment, c'est catastrophique autour de nous. Hein. Ben, tout ça, on ne permet pas justement de créer un univers d'apaisement et on n'offre pas la possibilité à notre ado de pouvoir s'apaiser avec nous. Donc ça, c'est aussi un petit outil bien sympathique. Et enfin, je vous ai parlé tout à l'heure des différentes énergies. Ben, c'était aussi important de développer un outil qui concerne les personnes qui utilisent la sidération, hein, le moment où on congèle notre énergie, là, on ne bouge plus, on n'arrive plus à réfléchir, il ne se passe plus rien. Et pour ça, pour introduire cet outil, je vais vous montrer la vidéo d'un impala. Alors, je vous rassure, hein, il est bien vivant. Et voilà, il a la tête dans la gueule du guépard. Mais voilà, il est vivant, vous allez voir que tout se passe bien. Donc là, on voit bien on dirait qu'il est mort, hein, totalement. Il est totalement immobile. Et vous allez voir que le guépard va être dérangé par la hyène là, qui arrive. Et il va lâcher. Voilà. Et là, tac, la tête tombe, comme si, vraiment, hein, comme s'il était mort. Là, il se met un peu à jouer avec, mais bon, la hyène, etc. Et puis, il faut savoir qu'un guépard ne mange pas les animaux morts. Et donc, finalement, il va à un moment lâcher l'affaire. Et la hyène ne sera pas intéressée aussi parce qu'elle va voir il est vivant. Et là, regardez bien sa respiration. Vous allez voir. Il a compris maintenant qu'il n'était plus en danger, l'impala. Et là, regardez, ça reprend. Alors qu'il n'y avait pas un seul mouvement. Et ça se met à reprendre petit à petit. Mais vous allez voir que donc il ne passe pas sur ses pieds d'un seul coup, d'un seul. Hein. C'est vraiment comme si il était passé du mode glaçon à maintenant, il faut que je me décongèle. Et donc, ça prend un petit peu de temps. Et surtout, on va voir ce qui va se passer quand il va se remettre sur ses pieds. Voilà. Il se met à trembler. Parce qu'il faut libérer l'énergie qui a été bloquée. Ça, c'est vraiment très intéressant de voir. On voit ça en direct. Voilà. Et ensuite, bah, il va pouvoir partir. Donc, nous, on n'est peut-être pas obligé de se mettre à trembler, mais il y a un petit exercice qui est proposé. C'est le pompage des épaules et bras. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment de monter nos épaules vers les oreilles, de un peu secouer quand même, un peu comme si on tremblait quand même un peu. Et puis d'un seul coup, quand on est prêt, on prend une grande inspiration et on lâche tout. Voilà, voilà, et on vient vraiment expirer très fort. Et c'est comme ça qu'on libère les tensions emmagasinées. Honnêtement, pour notre bien-être, on peut faire ça une fois par jour parce que des petits moments comme ça de sidération, on en a tous tout au long de la journée, des petits moments de figé, là, comme ça, d'un seul coup. Hop, ça peut être même un quart de seconde, mais on le fait. Donc, ça peut être un bon truc que de libérer nos tensions comme ça. Voilà, donc j'ai fini avec la deuxième partie de la conférence et avant qu'on attaque la troisième sur comment prévenir le stress, on vous propose avec Nadège donc un petit temps de questions. Voilà, euh, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit. Je vais arrêter 2 minutes le partage. Là. Alors, vous pouvez aussi les poser dans le chat, hein, si c'est plus facile pour vous de le faire par écrit, mais sinon, n'hésitez pas à allumer votre micro le temps de poser la question. Choisissez la solution qui vous stresse le moins, évidemment. Vous m'entendez? Oui, Oui.
Oui, non, alors rien à voir avec, enfin si, beaucoup à voir, mais je suis arrivée un petit peu en retard et donc vous parliez beaucoup d'informations à destination des enfants et donc j'ai un peu loupé la partie. C'était juste pour vous demander, ma fille étant en quatrième, et j'ai cru comprendre que vous visiez les quatrièmes. Il va y avoir une intervention au niveau des classes, c'est ça? Tout à fait. Il va y avoir une intervention qui va être menée par les professeurs en anglais et en allemand, hein, en fonction des sections, pour les élèves de quatrième et de seconde. Alors là, il y aura un atelier un petit peu plus précis et ça n'empêchera pas que les autres années, troisième, etc., les professeurs vont être formés et donc pourront proposer différents outils de toute façon au cours de l'année. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Les techniques de co-régulation, on nous demande des techniques de co-régulation. Vous voyez par exemple faire un ciné ensemble, c'est une technique de co-régulation plutôt que de dire à l'enfant stressé non ça sert à rien d'être stressé ou à l'inverse oh là là bon c'est la catastrophe de vraiment faire un ciné. Donc qu'est-ce qui se passe là dans cette situation? Qu'est-ce qui te stresse le plus? Est-ce que c'est une nouveauté? Bon, non, c'est pas le cas. Est-ce que par contre c'était imprévu? Oui, et qu'est-ce que tu aurais pu prévoir? Ou comment tu pourrais prévoir certaines choses? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir perdu le contrôle? Alors parfois, oui, on n'a pas le contrôle sur les choses. Donc l'idée, c'est d'aider l'enfant à se dire bah, qu'est-ce que tu peux contrôler, quel est ton cercle de contrôle. Et puis, on peut venir travailler aussi, vous savez rappeler, ciné, le E sur l'ego ou l'équilibre menacé. Est-ce que tu peux, par exemple, aller chercher un regard sympathique dans la classe quand tu dois réciter ton exposé? Il vaut mieux que tu préviens ta meilleure amie que c'est elle que tu vas regarder au début et puis elle va te faire plein de sourires parce que comme ça va t'encourager. Donc vous voyez par exemple le ciné, c'est de la co-régulation. Respirer ensemble, c'est de la co-régulation. Mais ça veut dire que l'adulte se met au service quelque part de l'enfant. Vous voyez, c'est ça qui est important, c'est qu'il se dit, peut-être que moi, là, j'ai du stress. Hein, bon, je vais penser par exemple au terminal et à Parcoursup. Évidemment qu'à un moment, c'est très stressant pour les parents, mais quand on est face à l'ado, on gère son stress, on se met à la disposition du stress de l'ado et après, entre adultes, on a le droit là de co-ruminer sur notre propre stress. Tu veux peut-être compléter quelque chose, c'est vrai. Oui, après, voilà, on n'est pas obligé non plus de trop stresser à cause de Parcoursup. C'est un système qui n'est pas si pourri que ça, je vous le jure. Voilà. Mais il faut en avoir un peu de contrôle. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Il faut essayer d'apprendre, de savoir, c'est ça. Il ne faut pas perdre le contrôle et pour ça, il vous faut des connaissances dessus. Ça, c'est sûr que il y a, voilà, plus on connaît, moins on est stressé, évidemment, par cette plateforme, mais qui permet de bien faire avancer les choses, d'obliger les écoles à donner beaucoup d'informations. Et ça, c'est quand même intéressant. Ça permet vraiment de jouer la transparence. Mais bon, c'est pas l'objet, c'est pas Parcoursup, Non. mais Mais c'est voilà. c'est une vraie cause de stress, en tout cas, dans les familles, ça c'est sûr. Oui. Et l'idée de la co-régulation, c'est d'entendre que spontanément, on va très vite se mettre en co-rumination. D'accord? Parce que le stress, c'est euh, voilà, c'est contagieux hein, quand même quelque part pour de bonnes raisons, hein, encore une fois, hein, puisque le stress est adaptatif. Il nous a permis de survivre, il nous permet de survivre encore. Donc c'est pour ça que très naturellement, on se mettra en co-rumination. Mais il faut bien entendre que les, les enfants et les adolescents n'ont pas cette possibilité, vous voyez, d'autorégulation comme des adultes. Donc, si l'adulte en face ne joue pas ce rôle de paravent vis-à-vis du stress, ben, l'enfant se retrouve quand même très exposé. Donc, c'est d'où l'importance, nous adultes, de nous entraîner.
par exemple, faire des auto-ciné. C'est aussi intéressant avant une situation ou après une situation de stress, se dire, tiens, mais qu'est-ce qui m'a stressé le plus là? Ouais, ouais. Ceux qui viendront à l'atelier du 4 octobre, là, le samedi matin, on jouera. Il y a un jeu qui s'appelle Zelda et on jouera avec pour justement découvrir plein de situations, s'entraîner. Et après, vous pourrez nous ramener évidemment vos situations à vous, mais c'est vrai qu'on pourra aller découvrir justement toutes ces situations comme ça, un peu stressantes, et comment on arrive à identifier le ciné à travers ces situations. Mm. Il y a une question à propos du microbiote, les aliments qui Yes. contribuent le plus au stress, tout ce qui est a priori nourriture transformée. Tout ce qui serait nourriture un peu chimique, a priori, qui serait pas bon pour notre microbiote et globalement, nous manquons d'oméga 3, d'oméga 6. Nous aurions besoin d'avoir plus de vitamine D, plus aussi de zinc. Enfin voilà, il y a un certain nombre comme ça d'aliments, enfin de, oui, d'aliments qui nous manquent et surtout voilà, qui peuvent être amenés par des compléments alimentaires. Mais c'est vrai qu'a priori, nos modes de vie aujourd'hui mettent notre microbiote à rude épreuve. Mm. Mm. Oui, il y avait même un livre comme ça, le charme de l'intestin, qui était très très Voilà. intéressant et qui montrait que l'intestin était très connecté avec tout ce qui était émotion, hein. Donc, mm. Ouais. D'où le microbiote, il faut prendre soin pour qu'on ait un bon intestin. Voilà. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on continue. Puis évidemment, on sera évidemment à votre disposition à la fin du webinaire. Donc, je repartage. Hop, hop, là, zut. Voilà, partager. Voilà, c'est bon. Alors, nous allons voir maintenant comment prévenir le stress. L'idée est de partager avec vous trois exercices. Il y en a bien d'autres, hein, soyons honnêtes, mais voilà, le temps de ce webinaire de vous permettre de repartir avec un certain nombre d'éléments. Alors, si on revient sur le ciné, la perte de contrôle est un des critères du stress. Donc, plus un enfant va s'entraîner, plus il va se sentir en contrôle. Et la difficulté, c'est que dans les méthodes d'apprentissage des enfants, ils ont tendance à mettre beaucoup d'énergie dans le fait de mémoriser, hein, de faire rentrer les informations dans leur mémoire, mais sans penser qu'au moment où il faudra eh bien, être redonner l'information, hein, où il faudra revenir et redonner les éléments, et bien à ce moment-là, il y aura le besoin de pouvoir aller rechercher facilement les choses. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on voit un certain nombre d'enfants, moi je vois beaucoup d'adolescents qui sont stressés d'être stressés. C'est-à-dire que, comme on a un discours quand même actuel pour dire que le stress chronique n'est pas très bon et que il faudrait quelque part éviter ce stress, eh bien c'est vrai que ados et même adultes, à partir du moment où nous sommes stressés, Séverine, je pense que nous sommes partis sur une autre fenêtre. Ah, À pardon. partir du moment où nous Ah, sommes stressés, eh bien, nous commençons à nous stresser, à nous inquiéter d'être stressés. oui. Et ça, c'est absolument terrible parce que je pense que vous l'aurez compris dans notre webinaire de ce soir, le stress fait partie de notre vie et
nous pouvons en faire notre meilleur ami à la place d'être notre pire ennemi, ou en tout cas notre meilleur ennemi dans l'absolu, mais nous pouvons l'intégrer dans notre vie. Et c'est vrai que pour nos enfants, il est important de leur expliquer qu'ils vont être stressés. C'est stressant de faire un exposé. C'est stressant de devoir faire une interrogation. C'est stressant de devoir passer une interview. Et donc, comme ils vont être stressés, il est très important de leur faire comprendre que les 2 à 3 premières minutes d'un exercice sont les moments où nous sommes les plus stressés. Et c'est là où nous avons besoin de nous être suffisamment entraînés pour pouvoir, j'ai envie de dire, dépasser cet élément de stress. Alors, ça ne veut pas dire, par exemple, s'ils ont un exposé, qu'il faut qu'ils fassent absolument tout l'exposé plusieurs fois devant vous. Mais ça veut dire quand même que les 3 premières minutes ou que les 2 premières minutes de l'exposé, elles doivent être fluides, instinctives et donc doivent être sues par cœur. Et ça, c'est vraiment un élément important à donner notamment à nos ados, c'est que le début d'un exercice doit pouvoir être le plus maîtrisé possible parce que c'est là où le stress est le plus important et puis c'est là aussi où on va prendre confiance et où après on va pouvoir enchaîner plus rapidement. Donc ça c'est vraiment important d'expliquer aux enfants que l'entraînement va être absolument nécessaire, tout comme on le verra, la visualisation mentale, on le verra en atelier, mais la visualisation mentale est aussi quelque chose de très important parce qu'elle enlève cette notion d'imprévu et de nouveauté. Ramener aussi les enfants et nous-mêmes d'ailleurs sur ce qui est notre cercle de contrôle. Souvent, malheureusement, nous pouvons être amenés à mettre notre énergie dans notre cercle de préoccupation, hors de notre sphère de contrôle. Et cette sphère de préoccupation, tout ce qui se passe dans le monde, les examinateurs, la température de la salle, ce qui va se passer à la cantine, etc. Bien sûr que ça peut être des phénomènes de stress, mais ce sont des événements sur lesquels notre pouvoir est extrêmement limité. Et à partir du moment où nous commençons à être un peu en stress chronique, nous avons un peu comme habitude de nous déporter en cercle de préoccupation, d'où l'importance de revenir sur notre cercle de contrôle. Qu'est-ce que tu contrôles là, ici, maintenant? Tu contrôles tes pensées, tu contrôles tes comportements et nous allons essayer de revenir au maximum sur ce cercle de contrôle. Alors, c'est un exercice qu'il faut faire parfois plusieurs fois parce que nous, adultes aussi, nous ne sommes pas toujours en cercle de contrôle. Et puis, nous aimerions vous parler quand même d'un élément très important qui s'appelle la résilience. La résilience, c'est une des pistes qui nous aide à mieux résister au stress, à prévenir le stress. Alors, on va vous passer un extrait d'une vidéo qui va être présentée aux élèves de seconde et les élèves de seconde vont avoir un exercice à faire par rapport à cette résilience. Donc, je vous laisse regarder la vidéo et nous expliquerons le processus juste après. Brains. They are everywhere. In the world's gentlest places and its harshest. In this unforgiving environment, some brains exhibit troubling signs: addiction, illness, depression, social disorder. Yet others thrive. Why have some brains developed the ability to cope in harsh conditions while others struggle? It is one of nature's great secrets. Alors, si vous scannez
juste maintenant ce QR code, vous pourrez voir la fin de la vidéo, mais on va vous en mettre le lien aussi de toute façon dans le chat pour que vous puissiez aller la regarder. L'idée de cette vidéo et de cet outil de la résilience, c'est de comprendre que la résilience, c'est la capacité de notre cerveau à fonctionner malgré l'adversité. Et la résilience, eh bien, en réalité, elle fait appel à nos capacités de résolution de problèmes et surtout nos capacités d'adaptation. Et ces capacités d'adaptation, eh bien, elles sont à l'intersection entre une partie quand même de nos gènes. Il y a une partie de ce qu'on va appeler d'inné. On sait aujourd'hui que, c'est ce que je vous expliquais en début de webinaire, on a une base génétique de la résilience qui peut être liée à notre tempérament, qui peut être liée à notre histoire familiale, mais elle est aussi liée eh bien, à nos expériences de vie et aux adversités, bien sûr, que nous allons rencontrer, mais aussi à la capacité que nous aurons d'aller chercher des expériences positives, d'aller chercher eh bien, des facteurs qui vont pouvoir nous protéger. Alors, cette échelle de la résilience, vous voyez, il y a le pivot. Alors, ce pivot, il indique la capacité initiale de résistance. Alors parfois, bien, nous avons de la chance, notre pivot est à peu près centré ou plutôt du côté de la facilité. Donc c'est vrai que, eh bien, quand il est centré côté plutôt optimiste, cela nous rend donc plutôt sur la gauche, nous aurons plus de facilité pour tirer une force de nos expériences négatives. Nous aurons ce qu'on appelle une capacité de résistance plus forte, mais il peut aussi juste se trouver à l'équilibre. Et c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction de ce que nous avons vécu et de nos traumas aussi, parce que nos traumas peuvent faire que malheureusement notre pivot va se trouver centré plutôt sur la droite, c'est-à-dire que les expériences négatives vont nous impacter davantage, que nous aurons des expériences positives, mais que malheureusement elles ne feront pas office du même contrepoids. Donc c'est pour ça que face au stress, pour qu'il y ait de la résilience, il faut quand même se poser la question de est-ce que la personne a suffisamment de ressources? Est-ce qu'elle n'est pas, est-ce que son pivot n'est pas désaxé à cause de trauma ou à cause de difficultés, parce que souvent on a tendance à quand même considérer encore que la résistance au stress, c'est un peu une affaire de volonté, un peu une affaire de force morale. Bon, on voit bien aujourd'hui, et il y a notamment une psychologie qui s'appelle la psychologie de l'adversité, qui montre bien quand même qu'en tant qu'être humain, on a un certain réservoir de résistance au stress, un certain réservoir de résistance au trauma, et que si ce réservoir eh bien, n'est pas là, nous aurons beau vivre des situations positives, eh bien, nous serons de toute façon en difficulté. Donc ça, c'est la partie peut-être un peu innée, mais et c'est la slide d'après, il reste de toute façon eh bien, ce que nous allons vivre et le fait, bien sûr, de vivre des stresseurs, et ça, c'est malheureusement inévitable, mais aussi, et c'est un élément important, de pas seulement se focaliser sur les stresseurs, mais aussi d'aller se focaliser sur les ressources, d'aller se focaliser sur eh bien, comment je peux déplacer mon pivot, comment je peux alors, bien sûr, peut-être éliminer des stresseurs, et il y a des fois où il faut se poser cette question
comment j'élimine un stresseur? Est-ce que c'est pas le moment de faire peut-être un petit peu moins d'activités qui stressent? Est-ce que cette année, il ne faut pas, voilà, peut-être enlever une activité parce que il va y avoir, par exemple, beaucoup de stress scolaire, mais tout en pensant qu'il faut aussi penser à multiplier les expériences positives et que par exemple faire du sport est une quand l'ado aime ça évidemment, mais faire du sport peut être une expérience positive. Donc supprimer un sport, supprimer une activité parce que l'ado est en première ou en terminale et qu'il va avoir beaucoup de temps d'études, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir et parfois assez longuement parce que ça peut être le moment de ressources vraiment important et quand un ado est en train de se ressourcer, qu'il est en train de venir chercher une expérience positive, par exemple, alors je ne dis pas hein, de sortir tous les soirs, mais de quand même aller voir ses amis, de pouvoir avoir un vrai moment un peu off, c'est aussi un élément important hein, de notre part, nous parents, j'ai envie de dire de préserver ce moment-là parce que alors bien sûr d'y mettre un cadre, hein, on est bien d'accord, mais de permettre à l'ado d'aller vraiment se ressourcer aussi parce que vous le voyez, alors où on peut réussir à alléger les expériences négatives, mais j'insiste, on ne peut pas toujours. Donc dans ces moments-là, c'est vraiment important de se dire comment je viens contrebalancer et je pense aussi de l'expliquer à nos ados ainsi qui peuvent parfois se sentir coupables parce que, eh bien, ils vont faire une pause alors qu'il aurait peut-être fallu travailler. Alors, encore une fois, je le dis, hein, une pause encadrée, évidemment. L'idée, c'est pas de les laisser scroller pendant 1 heure sur leur écran, mais d'entendre que parfois, ben, il vaut peut-être mieux faire 15 minutes de pause ou 20 minutes de pause le temps d'une partie et vraiment revenir après que de vouloir automatiquement eh bien, juste encadrer et affronter la situation stressante. On sait aujourd'hui que face au stress, hein, on a besoin quand même de ces ressources parce que le stress va quand même nous entraîner des émotions négatives hein, et des émotions qu'on aurait tendance à vouloir fuir, d'où le besoin d'avoir quand même eh bien, en tête cette balance hein, entre les deux pour nous permettre d'affronter un petit peu plus le stress. Est-ce que Séverine, je te laisse peut-être le mot de conclusion? La fin, oui. Oui, donc ça, la résilience, hein, c'est l'échelle de la résilience, ce sera présenté par les enseignants aux élèves de seconde. Et puis dans l'atelier, nous, évidemment, on ira regarder clairement comment on peut alléger l'atelier des parents, le 4 octobre, là, comment on peut justement alléger les expériences négatives, multiplier les expériences positives. Mais eux, dans l'atelier, évidemment, il y a des temps vraiment de mise en pratique où ils essayent de trouver concrètement comment ils vont faire dans leur quotidien pour ça. Et comme vous serez déjà prévenu, bah oui, en effet, s'ils viennent pour négocier une petite pause, vous comprendrez d'où ça vient. Voilà, donc en tout cas, on vous remercie beaucoup de votre attention. Peut-être que ça fait beaucoup d'infos nouvelles. Et la nouveauté, on se rappelle, ça fait partie du ciné. Donc, on vous invite évidemment à vous inscrire à l'atelier de mise en pratique du samedi 4 octobre. Voilà, donc on reste bien sûr toutes les deux disponibles pour, euh, pour répondre voilà, à des questions autres. Alors, bah, l'atelier parents, c'est seulement parents ou parents. Non, c'est que les parents, puisque vos enfants, eux, ils vont recevoir ça via les enseignants. Mm. Oui, bonsoir. Ça J'ai encore une question par rapport au slide où vous avez présenté les 4 étapes. Reconnaître et ensuite on a fait la partie 3 là, l'exprimer. Ça, je n'ai pas très bien compris en fait par rapport à ça. Qu'est-ce que, je sais pas, je n'ai même pas l'impression qu'on l'a abordé là.
Alors, il y avait vraiment, oui, reconnaître, donc c'est juste se dire, voilà, on comprend par exemple des signes de sensation, les pensées, ou quelqu'un qui vous dit, oh, mais dis donc, t'as pas l'air bien, ou t'as l'air tendu. Donc ça, c'était vraiment la reconnaître. Ensuite, il y avait comprendre. Et c'était là, vous utilisiez le ciné, par exemple, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que je coche une des cases et donc est-ce que je suis bien en stress? Bah oui, tiens, oui, je suis en train de perdre le contrôle ou c'est tellement nouveau là que je commence à cafouiller. Et puis, la troisième étape, c'était exprimer. En fait, c'est quelque part, bah voilà, ce que j'ai, ce que je reconnais et ce que je comprends, bah, je le formalise quelque part pour terminer cette espèce de mise à distance du stress. Parce que c'est pour ça que l'image de la vague, elle est très intéressante parce qu'il y a ce côté qui vous submerge là. Et d'un seul coup, ben, de commencer à d'abord prendre conscience de ces sensations physiques et de commencer à comprendre ce qui se passe et ensuite de le formaliser en quelque sorte, eh bien, c'est vraiment ce moment où on met attends, je t'ai vu la vague. Moi, je vais pouvoir surfer sur ton énergie, quoi et pas me laisser envahir par cette vague. Donc l'expression, elle peut se faire avec des mots, mais parfois, donc c'était ça que je vous disais, on peut formaliser tout simplement, bah oui, tiens, j'en ai plein le dos. Et derrière, j'ai compris, c'est parce que j'ai perdu le contrôle. En ce moment, ça se passe pas bien au bureau. Je sais pas très bien ce qui est attendu de moi. Donc, je suis en perte de contrôle et j'en ai plein le dos. Voilà, je suis donc dans une période de stress. Et ça, c'est une manière d'exprimer. Et je vais donner deux autres outils qui étaient, par exemple, de dessiner sur une silhouette. C'est pareil, ça permet de comme sortir, vous voyez, ce stress de soi et d'aller le poser là où il se situe où j'avais dû donner aussi le fait d'entourer sa préoccupation. Voilà, c'est juste l'écrire sur un papier, hein, n'importe. Voilà, et puis vous pliez le papier, même ça. C'est une autre manière encore d'exprimer le stress. Voilà. Et puis il y avait, et c'est tout ce processus qui permet de faire la quatrième de l'apaisement. Ça y est, j'ai vraiment fait, je reconnais, je comprends, j'exprime, et ça me permet de vraiment finaliser avec la régulation complète où je viens vraiment l'apaiser. Ça ne veut pas dire qu'il disparaît, ça veut juste dire que je suis bien sur le haut de la vague et pas dessous. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est vraiment cette partie supérieure de notre cerveau qui nous permet en réalité de gérer le stress. Donc, juste dire je suis stressé, c'est juste reconnaître que vous l'êtes. Mais je suis stressé parce que c'est déjà reprendre le contrôle. Voyez, et c'est pour ça que être en capacité de pouvoir dire je suis stressé parce que je m'attendais à ça et j'ai ceci, ou parce que tu m'as dit ça et je m'attendais à autre chose, ou etc. Voilà, et ça ne veut pas dire que le stress va disparaître, mais ça veut dire qu'il va commencer à être pris en charge aussi par la partie supérieure du cerveau. Donc, le travail un peu d'autorégulation, hein, parce que c'est l'objectif à terme, le travail d'autorégulation peut commencer à se faire. D'où l'importance de l'exprimer de façon consciente. Vous voyez, on l'exprime, hein, notre stress, on le voit, etc., mais on ne s'autorise pas toujours à le conscientiser. Et c'est ça qui est important pour pouvoir faire diminuer beaucoup plus rapidement le taux de cortisol. Mhm. Ok, merci. La partie consentement, ça me parle un peu plus dans cette partie d'expression. Ok, merci beaucoup. Mais pour exprimer, il faut comprendre. C'est pour ça que, Mhm. voilà, on vous l'avait mis dans cet ordre-là. Savoir que le stress, c'est un signal, hein. C'est pas autre chose. C'est une information. Donc, le traiter comme une information et se dire, OK, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens me dire qu'il se passe quelque chose. C'est quoi l'info que tu es en train de me donner? Mhm. Et ça permet aussi, vous voyez, de dédramatiser le stress quelque part. À partir du moment où vous vous dites, bon, ben, t'es une info, voilà, c'est une info, c'est un signal, à moi de l'entendre, ben, ça permet aussi d'avoir moins cette impression, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis stressée, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Mhm.
Il y avait une autre question pour nous demander si donc il y allait avoir un atelier sur la gestion du stress pour les lycéens. Donc c'est les enseignants qui vont donc faire cet atelier. Il y en a pour les collégiens, c'est en quatrième, pour les lycéens, c'est en seconde. En fait, il y aura un livret qui va être fait avec tous les outils. Et l'idée, c'est que ce livret, ils puissent le garder, bien sûr, tout au long à partir de la quatrième et jusqu'en terminale, et qu'ils puissent piocher dedans. Et ceux qui viendront, les parents qui viendront à l'atelier du 4 octobre, vous repartirez évidemment avec un exemplaire de ce livret pour vous qui représente. Mais là, j'ai mis quand même dans le chat, je vous ai mis les deux feuilles qui réunissent un peu tous les outils. Et vraiment, l'idée, c'est que justement, les professeurs puissent, quand ils sentent que la classe voilà, est un peu dans des périodes où c'est peut-être un peu stressant, même en troisième, en première, en terminale, on peut aller repiocher aussi dans le livret et se dire, bah, tiens, aujourd'hui, allez, on fait tous un petit outil qui est dedans. Mm. Voilà, oui, les livrets, donc ils restent vraiment, ça va être leur livret et qui les accompagne. Après, bah, je pense que, je sais pas encore comment ça va s'organiser, mais je pense que quand il y aura des élèves qui viennent en cours, voilà, qui sont pas là en quatrième et qui arrivent peut-être en troisième ou en première, on leur donnera un livret à ce moment-là. Je viens de vous mettre le lien pour la vidéo sur la résilience pour que vous puissiez y accéder. J'espère qu'elle va fonctionner, je pense. Je vais vérifier. Sinon, comme il y a le replay, vous pouvez revenir Voilà. et reprendre le QR code, ça, lui, il est sûr. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres Est-ce qu'il y a éventuellement peut-être une dernière question? Mhm. Alors, peut-être juste en mots, un petit peu de conclusion pour vous donner une dernière piste, hein. Je vous ai dit que l'hormone du stress, c'est une hormone qui s'appelle le cortisol. C'est une hormone que notre corps a du mal à évacuer, hein, et qui reste assez longtemps. Donc, il y a différentes façons d'évacuer le cortisol. Faire du sport est évidemment un moyen de l'évacuer. Faire un câlin ou des câlins est une façon de l'évacuer. Alors, il faut au moins 7 secondes, hein. Par contre, il ne faut pas un petit câlin comme ça, hein. Il faut un vrai câlin où on se prend vraiment dans les bras. Mais voilà. Sachez aussi que l'eau chaude est un bon moyen d'évacuer le cortisol. Donc, prendre une douche chaude, un bain chaud, même se laver les mains sous l'eau chaude, hein, quand on a un peu de stress, c'est une façon, en étant en conscience, hein, qu'on le fait. On sait aujourd'hui que les animaux domestiques font baisser aussi le taux de cortisol quand on fait un câlin avec son chien ou avec son chat, hein, notamment le fait. Et puis dormir est un moyen aussi de faire baisser le cortisol, d'où l'importance des siestes pour les petits, d'où le fait que les ados ont tendance à vouloir dormir aussi après un gros stress. Donc ça aussi, hein, c'est un élément important. Donc avoir en tête on a différentes façons, différents moyens de faire baisser le cortisol, mais que c'est quand et la respiration, bien sûr, le yoga, enfin évidemment, hein, toutes ces choses-là. Mais il y a plein de façons. Mais idéalement, il faudrait qu'on arrive un peu à faire baisser notre taux de cortisol avant d'aller se coucher. Ce serait beaucoup mieux pour nous tous. Mm. Donc, on vous souhaite bien sûr de bonnes respirations avant de dormir
Et puis pour tous ceux qui veulent, donc on vous retrouve lundi prochain. Oui, Ça va pas devenir un rendez-vous toute l'année, mais en tout cas là, on vous retrouve lundi prochain pour un webinaire sur le growth mindset, hein, puisque là également, les professeurs vont proposer des ateliers à tous les collégiens, donc sixième, cinquième, quatrième et troisième. Voilà. donc le growth mindset, juste pour vous dire, en français, c'est donc l'état d'esprit. Donc on verra comment favoriser un état d'esprit d'apprentissage pour nos enfants et nos adolescents. Et pour nous aussi, les adultes d'ailleurs. Donc voilà. Et donc un grand merci pour votre présence et vos commentaires. Oui. Et pour cette soirée que nous terminons sans stress. Donc, merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de votre attention. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Merci.